on va rentrer dans la partie piquante. D'accord. Parce que Claudel Noubissier, c'est de punchline. Claudel Noubissier, ce sont des frappes, comme on aime le dire ici en Côte d'Ivoire. Claudel Noubissier, ce sont des concepts tantôt aimés, tantôt controversés. Moi, d'abord, avant même de rentrer dans ces punchlines, c'est de savoir d'où tu tiens ce style d'enseignement particulier. Est-ce qu'il y a un mentor que tu as regardé et tu essaies de faire ce qu'il faisait? Ou est-ce que ce style-là, à l'instar de tes disciples, si je peux, sans connotation péjorative, qui essaient de faire comme Claudel, et quand ils enseignent, on sait que c'est Claudel qui est là. Ou est-ce que comment tu trouves ce style particulier d'enseignement? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par particulier. Oui. Parce que ton style, il est particulier. Moi, déjà, ton accent me passionne. Tes frappes me passionnent. Ton analyse, le gars là. Tu lui poses une question. Il fait la genèse de la réponse. Il fait le développement. Il fait le pour. Il fait le contre. Il finit par une conclusion et il ouvre une piste d'amélioration. Donc, d'où te vient ce style? Alors ça, c'est une très belle question. Et moi, avant de répondre à ta question, je voudrais dire que j'ai réussi à créer une identité malgré moi. Quand je dis une identité, ça veut dire quoi? Au Cameroun, dernièrement, il y a un jeune que je n'ai jamais rencontré, en tout cas physiquement. Je n'avais même jamais écouté ses vidéos avant, qui produit donc des vidéos sur Internet qui sont parfois controversées, qui entraînent des débats. Et je me rendais compte que chaque fois que les gens publiaient ces vidéos, les gens me taguaient dessus. Et les gens disaient vraiment, Claudel, viens prendre ton fils ici. Il fait la même chose de forme comme ça, avec un costume bleu. Et moi, dans ma tête, je disais, mais attends, moi, je ne le connais pas. Il n'est pas de la start-up. Non, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est membre de la start-up. Il n'est pas de dépendance financière. Je ne connais pas tous les membres de la start-up. Comme je disais, ce sont des milliers de personnes. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas physiquement. On ne s'est jamais vu. J'ai découvert aussi ces vidéos pour la première fois quand les gens me taguaient. Mais les gens m'ont tellement tagué sur ces vidéos au point où je me disais, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Il y en a un qui a dit ça, c'est la faute de Claudel. En fait, tellement de personnes qui disaient des choses pareilles. Donc, en fait, les gens ne parlaient même pas de lui en fait. Chaque fois qu'on publiait sa vidéo, on disait, vous voyez les conséquences voilà, c'est ça. de ce que Claudel fait sur Internet. En fait, moi, ça me faisait rigoler. Pourquoi? Parce que ça montrait en réalité que le travail que nous avons fait a entraîné une certaine identité qui fait que si tu essayes de faire pareil, on va directement t'assimiler à nous. Et pour moi, en même temps, c'est un risque, mais c'est aussi une satisfaction. Ça montre qu'en réalité, on a réussi à créer un style qui est propre à nous. C'est du branding. Et pour un entrepreneur, c'est quelque chose de très, très important dans un contexte aussi concurrentiel, aussi bruyant, où tout le monde dit la même chose. Pour pouvoir sortir du lot, c'est très compliqué. Et sortir du lot, c'est avoir une identité. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous avons une identité qui est claire. Quand quelqu'un voit faire ce qu'on a l'habitude de faire, il dit ça c'est Claudel, ça c'est la Startup Academy, ça c'est tel, ça c'est tel. Alors, première chose, c'est le fait que j'ai été inspiré par beaucoup de personnes, parce que ne pas le dire, c'est être malhonnête intellectuellement. La première personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est Oussama Hamma. Oui, en France, de The Family. Parce que voilà, moi je bouffais ses vidéos comme du petit lait et je trouvais qu'il avait vraiment une audace et une façon de partager ses connaissances qui était assez originale par rapport à tout ce que j'écoutais avant. Et du coup, il m'intéressait particulièrement. Maintenant, le seul hic, c'était le fait que ce qu'il disait parfois sur certains aspects ne correspondait pas à l'Afrique et au contexte dans lequel j'étais. Mais de manière globale, je trouvais ça très pertinent. Mais au-delà de la pertinence, je voyais quelqu'un qui a une certaine identité, qui a des pics, qui utilise l'humour, ainsi de suite. Je trouvais ça magnifique. La deuxième personne, c'est Jean-Paul Pogala. C'est un Camerounais. Oui, je connais. Je suivais aussi énormément, que ce soit les vidéos, les textes, les livres, j'en ai acheté, ainsi de suite. Donc, j'ai suivi beaucoup de personnes comme ça, mais je vais citer les deux là parce que ce sont les principaux. D'ailleurs, si tu lis Le Jeune Entrepreneur Africain, tome 1, quand tu regardes les dédicaces, je dédicace mon livre à ces deux personnes. Donc voilà les personnes que j'ai suivies. Mais maintenant, le problème que je trouvais déjà chez Oussama Hamma, c'était le fait que
le contexte ne correspondait pas exactement à l'Afrique, malgré la pertinence et l'identité qu'il avait. Jean-Paul Pougala, le contexte était exactement celui de l'Afrique, il y avait la pertinence, il y avait tout ce qu'il y avait en termes d'expérience, de maturité, mais la cible qui était touchée était trop élevée, parce que ces programmes étaient à des coûts qui correspondent uniquement à une certaine cible. Et moi, je me disais, je ne peux pas le faire parce que cette cible ne m'est pas accessible. Moi, je suis un étudiant. Je viens de sortir de la fac de médecine. Si je parle, pour être crédible, il faut que je parle à quelqu'un, soit qui est comme moi ou qui est inférieur à moi. Bon, inférieur, ce n'est pas péjoratif. Il faut dire peut-être, j'ai atteint un certain niveau que cette personne n'a pas encore atteint. Donc, je ne pouvais pas toucher sa cible à lui. Malgré le fait que je trouvais très pertinent ce qu'il disait. Je ne pouvais pas toucher la cible de Oussama Hamar parce que moi, je ne vis pas en Europe, je ne vis pas en Occident. Donc, du coup, il fallait que je crée une sorte de combinaison des deux pour toucher une cible qui est en dessous, qui peut aussi avoir besoin de ce type de connaissances, mais qui n'a pas forcément accès à ça parce que peut-être personne ne s'intéresse à cette cible-là en estimant qu'ils n'ont pas d'argent. Vraiment, ça ne sert à rien de se casser la tête avec des jeunes qui n'ont rien pour payer et tout ça, alors qu'il y a d'autres qui sont prêts à donner des millions. Donc moi, je me suis dit, moi, je m'intéresse à la cible abandonnée. C'est ça. Je m'intéresse aux sans-abri entrepreneuriaux qui veulent aussi entreprendre, qui sont au chômage, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent aussi avoir un modèle, mais les modèles qu'ils ont sont inaccessibles. Ça veut dire soit par le coût, soit par la distance, soit par le détachement et tout le reste. Je me suis donc dit, ok, je vais être dans celui-là qui est proche d'eux et qui leur apporte ces connaissances-là en utilisant un style qui va percuter chez eux. Parce que je ne veux pas être un enseignant qui est au tableau, qui dit définition, c'est quoi la vente, c'est quoi, non. Je ne suis pas un enseignant. D'abord, je ne suis pas enseignant de formation, je ne veux pas répéter la même chose qu'ils apprennent à l'école, parce que de toutes les manières, il y a des personnes déjà plus qualifiées que moi qui le font. Donc, je veux leur apporter mon savoir-faire au travers de mon expérience, mais avec un style décalé, pour avoir ma propre identité, pour ne pas être la copie des autres. Donc, je voulais être la copie de personne. Donc, c'est comme ça que je commence à travailler sur mon style. Et l'avantage donc que j'avais, c'était le fait d'avoir fait la musique. Oui. Oui, parce que j'ai fait la musique pendant plus de 10 ans. Tu es toujours dedans, je crois. Oui, bien sûr, mais plus comme avant. Parce qu'avant, je faisais la musique chaque jour. D'accord. J'étais dans les studios, j'écrivais chaque jour, ainsi de suite. Maintenant, bon, je fais un peu par passion. Quand j'ai de l'inspiration, je vais au studio, je peux faire une vidéo, je peux faire un EP. Mais avant, c'était vraiment à fond. Je faisais les concerts et tout. Ah. Donc, oui. Et ce qui fait en sorte que j'avais donc déjà cette habitude d'écrire, de réaliser des vidéos, de faire des pics. Parce que la musique que je faisais, c'était le rap. C'est le rap. Le rap, ce sont les punchlines. Le rap, c'est l'intrigue. Le rap, c'est montrer que c'est toi le meilleur, les autres sont des idiots, ainsi de suite. Donc, j'ai grandi avec ça depuis 10 ans. En plus du fait que j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Komkana, c'est l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale du Cameroun. Et j'ai donc grandi avec des bandits, avec des gens qui agressent chaque jour, avec des gens dont le gagne-pain, c'est poignarder les gens et tout ça. Donc, du coup, quand tu as grandi dans ce contexte-là, quand tu as fait du rap, quand tu as fait tout ça, forcément, en toi, il y a un peu de pic. Tu vois, même à l'école, j'étais toujours celui qui aimait faire des pics, celui qui va toujours intriguer, celui qui va toujours dire quelque chose qui va faire rire, ainsi de suite. Donc, j'ai donc décidé d'utiliser tout ça qui fait partie de mon identité pour pouvoir l'insérer dans ma manière de partager mes connaissances. Et du coup, ça a créé un boom, ça a créé quelque chose de suffisamment particulier. Et surtout, quand j'analysais tous les contenus qui sont en ligne, les personnes les plus suivies, je me rendais compte que ces personnes avaient toujours un style décalé. Tu vois, ça veut dire que, bon, certains se déshabillaient, d'autres dansaient. C'est décalé parce que la plupart des gens ne se déshabillent pas. C'est ça. Du coup, je me disais, il faut que je trouve un moyen de captiver les gens dans un environnement aussi bruyant et aussi difficile pour pouvoir captiver l'attention des gens. Parce que quand tu es sur Internet, mais attends, il y a tellement de distractions au point où toi qui viens parler d'entrepreneuriat, d'économie, de business et tout ça, pour que les gens suivent ce que tu fais, mais attends, c'est incroyable. Il faut une ingéniosité pas possible. C'est pour ça, par exemple, que je décide d'insérer dans mes stratégies des récits, des histoires, je veux dire, je crée des formes de représentation de ce que je veux expliquer pour que ce soit facilement accessible. Malheureusement, des personnes qui ont un niveau culturel faible vont te dire que non, c'est le mensonge, c'est ceci. Non, le mensonge, ce n'est pas le fait de raconter une histoire pour mieux illustrer une leçon.
Parce que ça, c'est la culture africaine. Quand tu vas au village, tu rencontres une grand-mère. Le soir, qu'elle allume le feu de bois, elle vous raconte des histoires. Ces histoires ont pour but de vous transmettre des leçons. Soit parfois pour vous éviter de sortir la nuit. Elle va vous raconter une histoire selon laquelle, quand tu sors à 19, il y avait une fille de 15 ans qui s'appelait Aminata. Elle était venue ici au village et elle sortait tous les soirs à 19h. Et puis un jour, elle a rencontré un totem qu'il a mangé, qu'il a avalé. Voici là où elle est enterrée. En fait, l'histoire qu'elle est en train de raconter, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'on ne sort pas la nuit. On ne sort pas la nuit. Tu vois, parce que si tu sors la nuit, le totem, tu vois, ce n'est pas la véracité de l'histoire qui est importante, non. Non, non, non. Elle raconte l'histoire dans le but de transmettre une leçon. C'est ce que moi j'applique. Mais chez nous, quand tu le fais, certaines personnes disent, ah, dis donc, celui-là, il raconte des histoires, c'est du mensonge. Je vois très bien de La quoi tu preuve, en français, quand on dit que tu racontes des histoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mens. C'est ça. C'est qui est une bêtise, c'est qui ne correspond pas à notre culture. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut qu'on apprenne nos cultures. Parce que nos cultures ont des codes et des schémas qui ne sont pas les mêmes que la culture des autres. Dans notre culture africaine, l'histoire, les récits, c'est le meilleur moyen d'éduquer un enfant. C'est le meilleur moyen de transmettre une information. C'est basé sur les histoires. Par contre, quand tu vas dans la culture française, quand on dit que tu racontes des histoires, ça veut dire que tu mens. Tu vois. Donc du coup, les gens ont peur de raconter des histoires pour être plus percutants parce qu'ils ont peur qu'on les qualifie de menteurs. Non, moi ce que je fais, c'est pédagogique. Même quand je choque, c'est pédagogique parce que c'est une technique marketing. Quand tu regardes le titre d'un journal, si tu achètes ce journal et tu lis l'article, parfois tu vas te rendre compte que ça n'a rien à voir avec le titre. Le titre a pour but de te pousser à acheter. C'est ça. Donc du coup, dans le titre, on va utiliser des figures de style. Dans le titre, on va utiliser le choc des émotions pour te pousser à te dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu lis l'article, tu te rends compte que ce n'est pas exactement ce qu'on a dit dans le titre. Donc, c'est la même chose que j'utilise parce que j'ai appris à le faire. Je l'ai appris chez des journalistes, je l'ai appris dans les médias. Tu as parlé de la Covid lorsqu'on s'est rencontrés. Quand tu regardais le journal, qu'est-ce qu'on disait? Je renais de mes cendres. 4600 morts. 96, il disait 800 morts en 24 heures. Il disait. Et qui est Bowser. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes sœurs et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques, je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, il y a trop de mecs qui veulent m'avoir et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire est cette histoire, encore tragique est celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient. Il y a des pompiers qui s'agitent, je comprends rien, c'est surpris. À cette sirène que je suis, elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens les flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à me négliger, toi, qui passe toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouve là, face au destin, toi qui face à la mort. Fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux. Je me rends compte de ce drame, il est trop tard mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves et je me sens si malheureux.